Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Quelle géopolitique au XXIe siècle? Par Gérard Dussuit, lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. La recontextualisation du monde. Longtemps, le territoire de l'État fut la forme spatiale privilégiée, sinon exclusive des construits spatio-politiques. Cette prééminence s'est réduite en raison de la mise en œuvre de processus de globalisation marqués par la dominante de l'économique, la diffusion concomitante des techniques, des modes standardisés de production, styles de vie et des structures sociales propres à la modernité. Le problème actuel est que si une mondialisation est en marche, et même si elle a bouleversé la logique des territoires, elle n'a pas généré à ce jour des formes d'organisation spatiale spécifiques aussi prégnantes. Dans ces conditions, la représentation de la configuration mondiale, de même que la position de chaque acteur notable dans son espace d'intervention, implique une recontextualisation continue. Celle-ci est d'autant plus pertinente que, selon David Harvey, intervient le phénomène de compression du temps et de l'espace. Ces deux catégories fondamentales, perçues de façon immuable par la logique aristotélicienne et kantienne, sont entrées dans une certaine relativité. Harvey fait remonter l'idée à l'époque des Lumières, c'est-à-dire au moment où la connaissance géographique de la Renaissance fut mise au service du pouvoir étatique centralisé, grâce aux nouvelles techniques cartographiques employées au contrôle de l'espace politique. En raison même de son repérage rigoureux, l'espace s'est trouvé rapetissé, alors que la cartographie d'essence euclidienne avait favorisé l'émergence d'une mise en perspective ethnocentrique du monde fondée sur l'homogénéisation d'un espace ordonné, compartimenté, où chacun trouvait sa place. L'hypothèse de la relativité du temps et de l'espace fut d'ailleurs reprise par l'école durkheimienne qui insista sur les conditions sociales de production de ces catégories, dans les travaux de Durkheim, de Marcel Mauss, Louis Gernet et Marcel Granet notamment. Aujourd'hui, la capture de l'espace par la technique n'a cessé de se confirmer. Gilbert Ottois affirme que le technocosme se substitue au milieu naturel et l'intègre en même temps, en devenant le nouvel universum, le nouvel englobant. La technologie des transports aériens et des télécommunications a presque anéanti en effet la notion de distance. Elle a permis la démultiplication et l'intensification des réseaux planétaires polymorphes qui donnent consistance à l'image du One World, bien que leur finalité puisse être très divergente et même contradictoire. Ce règne de la technologie entraîne-t-il vraiment un basculement du temps du monde qui rendrait les formes antérieures d'organisation politique obsolètes? Les expériences et les représentations spatio-temporelles des communautés humaines semblent trop éloignées les unes des autres pour qu'il en soit ainsi. Le monde est loin de se montrer uniforme, unique, assimilable à des séries de variables limitées. Philippe Corcuff, attentif aux contradictions intellectuelles, suggère de mettre l'accent sur des problématiques organisées autour de couples de contraires qui structurent effectivement l'action humaine, comme idéalisme, matérialisme, subjectif, objectif, individuel, collectif, essence, apparence, multiple, ou encore même autre, mieux à même de comprendre la complexité moderne. La nouvelle géopolitique doit intégrer par conséquent ces contradictions multiformes au lieu de réduire la réalité à des points de vue unifiants et normatifs. La représentation de l'environnement et de la sécurité de l'acteur international, les couples d'opposition dialectique sont en fait très présents dans la réflexion sur le système mondial. Cela n'a rien d'étonnant si l'on admet l'existence du principe d'antagonisme de Stéphane Lupasco d'après lequel nul système n'est concevable et réalisable sans force ou événements énergétiques antagonistes, que rien ne les sépare, aucune force ou dispositif quelconque de répulsion ou d'exclusion et que tous les attirent, et ils s'agrègent et se fondent dans le même informama, que rien ne les rapproche, les attire et tous les exclut réciproquement, et c'est l'éparpillement à l'infini. Pour qu'un système soit possible, il faut que les événements qu'il élabore tendent, de par leur nature même ou les lois dont ils sont l'expression, à se rapprocher et à s'exclure, à s'attirer et à se repousser, à s'associer et à se dissocier, etc. Dans cette optique de prise en compte de nouveaux contextes,
Le renouvellement de la théorie néo-réaliste des relations internationales entrepris par l'école anglo-américaine du réalisme structurel est remarquable. Les Barry Busan, Charles Jones et Richard Little, qui tiennent l'état du monde pour anarchique et la question de la sécurité comme centrale, en intégrant les faits d'interdépendance et les interprétations qu'ils suggèrent, bâtissent leurs réflexions autour de quelques idées fortes qui se condensent dans le configurationnel, l'interactionnel et le contextuel. Ils affirment tour à tour que la logique de structuration du système international est le produit de l'interaction entre la structure et les unités englobées. L'environnement de l'acteur est multidimensionnel, puisqu'aussi bien politique, que stratégique, économique ou sociétal. Leur méthode synthétique entretient un rapport important avec l'histoire qu'elle permet d'interpréter, car celle-ci est nécessaire pour comprendre les conséquences de la structure dans un contexte précis. En même temps, ces théoriciens prennent leur distance avec Kenneth Waltz, le père du néoréalisme, en redéfinissant un certain nombre de notions. Pour eux, la structure profonde de Waltz, n'est plus le fondement durable, permanent par ce qu'auto-reproductif, tel que l'équilibre des forces. Elle réside dans le principe d'organisation et de différenciation fonctionnelle des unités en présence. Autre divergence importante concernant la puissance. Celle-ci doit être sectorisée, désagrégée en capacités plurielles et non plus envisagée comme un bloc, ou un moyen uniformément opérationnel quels que soient les domaines considérés entre les mains d'un agent unique ou homogène. La conséquence de cette relecture est qu'en fonction de la nature des acteurs majoritaires ou dominants, ou des formes de puissance prévalentes, la nature de l'anarchie internationale peut elle-même varier. Busan, Jones et Little conçoivent différentes configurations possibles, depuis le système international, anarchique et caractérisé par la compétition ou la volonté d'autonomie des acteurs, jusqu'à la société internationale, aussi anarchique mais fondée sur la coopération et l'interdépendance. Même quand les normes universelles tendent à s'imposer, la signification complète de la puissance persiste. Les transformations de la puissance ne modifient pas l'objet premier de la géopolitique. La puissance n'est plus ce qu'elle était. La puissance devient moins fongible, moins coercitive et moins tangible, affirme Joseph Nye. Le jugement apparaît sans appel. Or si l'évolution est réelle, elle est moins catégorique. Elle ne change pas grand-chose sur le fond, puisqu'il s'agit toujours de décrypter un environnement international de plus en plus complexe, plongé dans un état d'anarchie qu'aggrave la mondialisation. En fait, c'est cet environnement plus que la structure de la puissance elle-même qui a changé. Avec la fin de la guerre froide, l'émergence de nouvelles problématiques, l'influence croissante d'acteurs non étatiques, les transformations des critères de la sécurité contribuent à modifier le cadre d'analyse de la puissance et le mode d'exercice du pouvoir. Il ne s'agit pourtant nullement d'une mutation brutale. Les puissances qui sont aujourd'hui en charge de la définition du nouvel ordre international sont celles qui ont gagné la compétition des blocs en étant les plus capables d'adapter leur diplomatie aux exigences d'un monde de moins en moins hiérarchique. Le pouvoir de contrainte perdu a été compensé par une capacité d'influence accrue. Les moyens d'action se sont diversifiés au fur et à mesure que s'érodait l'efficacité du recours à la force. La moindre fongibilité, c'est-à-dire selon Joseph Nye, le plus fort cloisonnement entre les facteurs de la puissance et les difficultés plus grandes à transférer un avantage ou un gain d'un champ à un autre, tient au contexte, à la configuration, mais ne préjuge pas un changement irréversible. Ce phénomène affecterait surtout le facteur militaire. La disparition de l'antagonisme dominant entraîne celle de la recherche de l'équilibre des forces. Elle rend plus incertaines les alliances et moins mécaniques les réactions des protagonistes. Le transfert ou le déversement des gains d'un secteur à un autre s'avère moins facile. La situation d'équilibre des forces favorisait les marchandages entre des dispositifs militaires, protection, non-intervention, et des concessions politiques ou économiques. Désormais, la médiocrité des enjeux stratégiques pour les puissances dignes de ce nom réduit les contreparties éventuelles à l'usage de la force. Dans cette optique, la guerre de 1991 fut l'exception qui corrobora un interventionnisme devenu très sélectif. Mais la guerre est loin d'être uniquement le résultat d'un calcul rationnel. La fin de la bipolarisation a libéré des conflits anesthésiés par la lutte idéologique et très régulièrement reliés à des revendications territoriales.
Le recours aux armes n'a jamais eu besoin d'être fongible pour devenir effectif. Ce serait sinon interpréter la guerre de façon utilitariste, en fonction d'une conception des rapports internationaux surdéterminés par la rationalité économique, que de le croire. À cet égard, l'opinion générale, théorisée par les penseurs américains opposés à l'école réaliste, selon laquelle l'interdépendance économique empêcherait de plus en plus l'exercice de la puissance ou tout au moins lui enlèverait son caractère coercitif, mérite d'être nuancée pour deux raisons principales. La première tient aux limites spatiales de l'interdépendance économique. L'investissement direct à l'étranger, ID, se concentre sur la triade. Il faut savoir que le tiers-monde est avant tout une zone d'accueil de lead de moins en moins importante relativement au PDEM, pays développés à économie de marché. Sa part dans le total mondial du stock entrant d'ID a chuté de 33% en 1960 à 22% en 1992. En outre, la répartition du stock d'ID entrant dans les PVD, pays en voie de développement, est de plus en plus inégale et concentrée sur les NPI, nouveaux pays industrialisés. Les 10 premiers pays hôtes des flux annuels d'ID, parmi les PVD, reçoivent en moyenne chaque année les 2/3 du flux total. Une telle restriction spatiale de l'interdépendance est source d'inégalité et d'exclusion. Elle obère fortement sa dimension mondiale en incluant que très peu les rapports Nord-Sud. La seconde explication réside dans le fait que les relations économiques mondiales sont elles-mêmes gouvernées par la puissance. On retrouve à ce niveau les écarts de pouvoir qui caractérisent toutes les formes de relations. L'analyse des réseaux organisés amène Susan Strange à concevoir la puissance structurelle comme la capacité de déterminer les structures de l'économie globale dans le cadre desquelles les autres acteurs, États, institutions internationales, entreprises, interviennent. Cela revient à fixer les règles du jeu. Cet analyste ne perd pas de vue pour autant la puissance politique sans laquelle la puissance économique ne peut ni exercer son pouvoir de sanction ni garantir la sécurité du marché. Par ailleurs, dans sa capacité à modifier le comportement des autres acteurs, notamment des autres nations, le pouvoir culturel et informationnel revêt une efficacité sans cesse accrue. Nye considère que l'universalisation de la culture américaine et sa capacité à fixer un ensemble de règles et d'institutions qui lui sont favorables dans la réglementation des domaines ressortissant à l'activité internationale, représentent d'importantes sources de puissance. Celles-ci vont devenir plus déterminantes que le pouvoir de coercition. D'autres, moins catégoriques, pensent que les affinités idéologiques qui traversaient la ligne de partage Nord-Sud s'érodent, et que la résistance à la mondialisation induit partout dans le Sud une nette exacerbation du discours nationaliste, qui prend des formes différentes. Serge Sur exprime une opinion voisine en estimant que le grand défi pour l'hégémonie américaine est probablement en Asie, et, à cet égard, si le passé peut fournir des indications, elles ne sont pas très favorables aux États-Unis. L'Asie, dans sa diversité et ses contradictions, est le grand ensemble qui lui est toujours demeuré le plus impénétrable, voire le plus hostile. La nécessité en 1945 d'atomiser le Japon pour le conduire à la reddition en est un symbole. Enfin, la diminution du caractère tangible de la puissance serait la conséquence de sa propre dispersion, de son état parfois inorganisé. Rien n'est moins sûr, car la dilution de la puissance dans un monde rétréci par les nouvelles technologies fait des groupes humains les plus éloignés des compétiteurs ou même, le jour venu, des ennemis imprévus. Le phénomène de proximité, s'il peut favoriser les rapprochements grâce à une meilleure connaissance d'autrui, est également une cause d'insécurité. Recomposée plutôt que transformée en raison de l'éloignement inespéré du risque de guerre nucléaire, la structure de la puissance fait aujourd'hui la part belle aux facteurs non militaires, aux techniques de persuasion. Ceci incite à réviser les représentations géopolitiques qui accordaient trop de place aux questions militaires ou aux phénomènes de la domination. L'erreur serait de leur substituer des visions trop consensuelles selon l'humeur du temps. Les dimensions anciennes et récentes de la sécurité, les transformations de la puissance accompagnant la transformation des menaces de guerre, on est en droit de se demander, avec Dominique David, si l'objectif raisonnable de la puissance ne serait pas plutôt de s'isoler dans le calme, de se sanctuariser autant que possible face aux risques extérieurs, bref de construire la paix dans un seul pays. En effet, au défi déclaré s'est substituée une insécurité latente et protéiforme.
Comprise comme la combinaison de menaces et de vulnérabilité, notions inséparables, l'insécurité se manifeste, d'après Barry Buzan, à 4 niveaux qui mêlent éléments anciens et nouveaux et dont les interactions rendent particulièrement difficile la saisie. D'abord, l'insécurité a toujours été abordée d'un point de vue militaire. À tel point que l'interprétation militarisée de la sécurité a souvent occulté toutes les autres. Dans le nouveau contexte international, cette conception, devenue trop étroite, est d'autant plus critiquée qu'elle laisse les États-Unis surannés, c'est-à-dire surprotégés. La mondialisation de certains problèmes, prolifération, terrorisme, l'échec concomitant de la sécurité collective incite cependant les États les plus avancés à mettre au point des systèmes d'armes toujours plus performants que ceux déjà élaborés, en cours de banalisation et de diffusion. Dès lors, si la rationalisation des armées conduit à des réductions drastiques des arsenaux, elle va de pair avec une course aux armements qui se poursuit dans les secteurs non concernés par les derniers traités de désarmement. La sécurité régionale est généralement présentée comme une alternative à cette recherche de la sécurité nationale et comme une garantie efficace, durable sinon définitive, face au risque d'agression pour d'assez vastes aires géographiques. Tout en demeurant exceptionnelle, la coopération militaire en Europe, sous l'égide de l'OTAN, appuyée sur l'intégration économique, a rendu les guerres interétatiques impensables dans l'espace ouest européen. Il s'agit bien là d'un succès exemplaire qui correspond à la transformation complète de la configuration géopolitique d'un continent longtemps déchiré. Grâce au Forum permanent qu'est devenu l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'inclusion de l'Europe orientale dans le périmètre de sécurité régionale apparaît possible. Cependant, le fondement de la sécurité européenne reste fragile. Il est hypothéqué maintenant. Comme l'indique Ghassan Salamé, par l'absence, depuis que le pacte de Varsovie est mort, d'un ennemi unique qui nécessite une forte implication américaine et qui permet de cimenter une vraie coalition. La construction d'une défense européenne n'est donc plus déterminée par une menace extérieure, mais par un volontarisme endogène. Après l'insécurité militaire, Barry Buzan recense l'insécurité politique et l'insécurité sociétale. Ces phénomènes ont tendance à se chevaucher et s'analysent comme une déstabilisation intérieure provoquée par des flux extérieurs. Le politologue britannique assimile la première à une menace idéologique susceptible de provoquer la sécession ou la rébellion de certains groupes sociaux. Mais, ajoute-t-il, il est toujours très difficile de mesurer à quel point la compétition idéologique met en cause la sécurité nationale. Les militaires et géopoliticiens brésiliens avaient fait de ce danger, dans les années 60 et 70, leur cheval de bataille. Cela, afin de justifier leur politique de répression et de rehausser le rôle international du Brésil. Pour Buzan, le risque de conflit est réel quand deux États qui affichent des conceptions radicalement opposées ne peuvent s'ignorer mutuellement et lorsque leurs différends idéologiques ou culturels disposent d'un relais territorial, c'est le cas de l'Inde et du Pakistan. Quant à l'insécurité sociétale, elle dépend du degré d'homogénéité culturelle et ethnique d'un État. Elle rejoint ainsi la vieille préoccupation géopolitique qui, dans l'histoire, a été régulièrement à l'origine de la répression des minorités. Celle-ci prend aujourd'hui une nouvelle dimension avec les flux de réfugiés et de migrants. À cette double menace, qui pèse sur la cohésion sociale et la stabilité intérieure, s'ajoute l'insécurité économique. Ce phénomène est d'autant plus délicat à cerner qu'il est consubstantiel au marché, même s'il est a priori accepté par les États immergés dans l'économie mondiale. La libre concurrence reste incompatible avec la notion de sécurité économique. Mais cette expression, tombée en désuétude, retrouve toute sa pertinence depuis que la mondialisation d'un marché du travail caractérisé par des écarts de rémunération insondables détruit les emplois et érode les niveaux de vie des populations des pays développés. Il s'agit d'insécurité individuelle plutôt que collective. Cela rend plus difficile son appréhension et sa prise en compte politique. Cependant, si le capitalisme devenu mondial ne pouvait réaliser des promesses tenues en d'autres temps et à échelle réduite, en tant que producteur le plus efficace de richesse, ou si celle-ci tardait trop à venir, et que dans ces conditions la sécurité sociale du plus grand nombre était menacée, l'enjeu deviendrait national. Alors les opinions publiques pourraient obliger les gouvernements à protéger les derniers acquis, emploi, conditions de travail, niveau de revenus. Ainsi,
Dans un environnement dans lequel les menaces économiques atteignent le plus haut niveau pour de nombreux citoyens, la fusion de la sécurité sociale et nationale peut être électoralement persuasive. Les transformations de l'économie mondiale, avec toutes leurs conséquences sociales et politiques, sont susceptibles de rompre l'accord général mais fragiles sur l'échange international. La géoéconomie, en tant que géopolitique des forces économiques, devient ainsi un axe central de la réflexion contemporaine. Trois idées émergent de ce constat. D'une part, le système économique et le système des États sont étroitement liés, sans que le premier transcende vraiment le second. D'autre part, la tension que l'on pressent entre les stratégies libérales et néo-mercantilistes sera déterminante pour la configuration du système international. Enfin, bien que la sécurité individuelle représente un niveau d'analyse important et spécifique, il est essentiellement subordonné au niveau supérieur des structures politiques de l'État et du système international. Même s'il est malaisé de retenir une définition absolue de la sécurité, sauf à trop simplifier la réalité internationale dans un contexte où la menace n'émane plus d'un lieu ou d'une source précise mais se trouve diffuse parce qu'induite par la puissance de flux, l'environnement international maintient chaque acteur dans un état d'insécurité latente. D'autant que l'on constate des perturbations permanentes au niveau de la logique polymorphe des processus de territorialisation. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.